Bonjour les amis, une nouvelle fois très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous ce témoignage d'Amalia. Amalia, qui est une personne douce, sensible, tout en étant aussi très dynamique comme vous allez vous en apercevoir. Elle nous partage aujourd'hui son expérience de vie, ce qu'elle propose à ce jour comme accompagnement et c'est vraiment très agréable de discuter avec elle. Bonjour Amalia, c'est une grande joie de te voir aujourd'hui hein, pour cette interview qu'on attendait toutes les deux. Oui, bonjour Sandrine. Merci beaucoup à toi pour cette interview. Voilà, non, c'est moi qui te remercie et d'autant plus que tu sais combien j'adore ton prénom. Non seulement il est très joli, Amalia, mais en plus il me fait penser à un film que j'ai adoré et donc c'était la petite anecdote de départ quand on a commencé à discuter ensemble. Alors tu as un parcours aussi qui est étonnant, riche, émouvant. Et je te propose de commencer par le début et de nous raconter ton enfance pour commencer, dans quel milieu tu es né. Voilà, je te laisse la parole. Alors mon enfance, les souvenirs qui me viennent sont beaucoup des souvenirs de nature, hem, c'est ça, de nature, de liberté, de vélo, de forêt. Moi, j'ai grandi, avec, mes parents et j'avais, un frère et un chien et mes 2 compagnons étaient, mon frère et mon chien. Et je crois que c'est grâce à eux que j'ai grandi, du mieux possible, probablement. J'ai très peu de souvenirs avec mes parents, curieusement, qui ont fait de leur mieux. Une grande joie, cette enfance de peut-être de solitude, mais c'était pas du tout ma lecture quand j'étais enfant, puisque j'avais ce grand frère et ce chien que j'aimais, profondément. Et on créait, énormément ensemble à partir de tout et de rien, de ficelles qu'on trouvait dans les champs. On faisait des cabanes, on mangeait des cerises bien installées dans notre cabane et on c'était cette enfance-là vraiment de rentrer, tout sale à la maison, de mettre, le linge dans la machine et de commencer une autre vie un peu plus, posée dans la vraie vie. C'est comme s'il y avait, 2 vies en une, même plusieurs parce qu'on était, très, très, très créatif et c'était, très intéressant et je passais beaucoup de temps, au bord d'une rivière à observer un petit peu tous les animaux qui étaient là. Je passais beaucoup de temps, dans mon arbre, c'était mon saule pleureur, mon refuge, quand tout allait trop vite et trop fort et ça a vraiment commencé petite et je me réfugiais là-haut et j'imitais les tourterelles. Et j'aimais beaucoup les voir se rapprocher parce qu'elles cherchaient la tourterelle et c'était très drôle. J'ai beaucoup joué avec les animaux et j'ai, beaucoup moins de souvenirs avec les gens. C'est curieux, hein? C'est curieux quand je te le raconte, ça me fait drôle. J'étais plutôt, inquiète, je crois, par rapport aux gens. J'avais ce grand frère en qui j'avais vraiment toute confiance, qui était, très attentif et très attentionné, très cohérent et on s'entendait extrêmement bien et puis, tous les êtres autour, les autres, c'était plus compliqué parce que, ben, je trouvais qu'il manquait de cohérence. Il manquait de cohérence entre, leurs propos, la façon dont ils se tenaient, la façon dont ils riaient à des moments et je comprenais pas si c'était de la joie, si c'était du malaise, enfin je comprenais rien du tout, à l'humain et c'est marrant, hein, c'était vraiment quelque chose de très ancré ça en moi et je me souviens que j'avais mes amis, à l'école. Alors c'était vraiment des amis, assez atypiques, il y avait, je me souviens d'une ma meilleure amie, elle était née le même jour que moi et je me souviens d'une journée où elle a passé toute la journée accrochée à la gouttière parce que ses parents l'avaient obligée à se mettre en jupe et c'était une petite jupe écossaise avec une épingle à nourrice et c'était la fin de son monde et mon Dieu, je la comprenais tellement et c'est curieux, hein, ce qu'on Mhm. intègre quand on est enfant que
On peut pas bouger quand on est en jupe, on peut pas courir, on peut pas voler, on peut pas et c'est tu vois, en te le racontant, je vois qu'il y avait beaucoup, beaucoup, Mmh. d'imaginaire dans tout ça. Oui. Et donc tu étais à l'école, donc bah, tu as grandi forcément. Quel genre de type de scolarité as-tu suivi? Alors c'est curieux parce que j'en parlais ce matin à ma fille et je me disais: «Tu sais, je pensais que j'étais très moyenne, à l'école». Bon, à l'école, ça allait très bien, je me régalais. Mais au collège, après, en grandissant, je me sentais, j'hésite entre nulle et incapable, donc on va faire un mix des 2. J'étais dans le collège où ma mère enseignait, elle était, professeure d'espagnol et j'étais dans une classe bilingue, tout ça et en fait, c'était, que des fils de dans ce collège et moi j'étais j'allais dire j'étais pas fils de moi, j'étais pas fille de, j'étais, la petite campagnarde moi qui courait dans les champs pieds nus la nuit et c'était vraiment très étrange d'être dans ce grand collège, de ville et ça a été très compliqué pour moi. Je crois que c'est là que j'ai eu mes premières douleurs, relationnelles parce que, eh bien, c'était vraiment un collège bourgeois et les marques de vêtements étaient essentielles et alors moi, mais c'était vraiment le cadet de mes soucis. Je me souviens d'une personne qui a fait le tour de moi et qui regardait pour, voir quelle marque était mon vêtement et je me souviens d'avoir ressenti, une sorte, alors aujourd'hui je mettrais le mot empathie, c'était vraiment pas le mot que j'avais là, c'était: «Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi?» Je comprenais pas ce qui se passait et mais j'étais pas du tout, mal à l'aise ou quoi que ce soit. Je savais que mes parents avaient fait le choix de nous emmener en vacances à chaque fois pendant un mois dans d'autres pays et je me disais: «Je préfère bien aller voir d'autres gens qui m'apprennent des choses plutôt que de porter, ce genre de vêtements-là qui, ah, ça a l'air d'être important pour vous, mais alors pour moi, ça l'est pas du tout». Et ça a commencé là, cette espèce de je me suis dit: «Mais» je comprenais rien à rien, en fait. Je comprenais rien à rien. Je me souviens que j'avais une amie, son père la frappait pour qu'elle soit première de la classe et tout ça, c'était vraiment des chocs successifs parce que, bah, nous, on était assez libres à la maison. Il y avait pas de pression à l'école, il y avait pas de vraiment, on partait le matin, on rentrait le soir et c'était chouette, quoi. Et j'aimais juste jouer. J'aimais jouer, je comprenais pas, de rester toutes ces journées sur des bancs de l'école. Donc c'est assez rigolo, de savoir qu'après je suis devenue moi-même, enseignante, quoi. C'était ça, hein. C'était, bon, ben, puisque c'est ça, je vais changer le monde, quoi. Tu étais déjà différente en fait, mais tu ne rentrais pas dans le moule, tu avais une forme de sagesse dans un cœur d'enfant. Il y avait ce côté émerveillement, enthousiasme qu'on entend dans ce que tu Oui. racontes, un grand émerveillement devant la nature, les animaux et cetera. Une incompréhension par rapport, au cadre établi. Ouais. C'était bizarre d'être soi et en même temps de devoir coller à Mmh. quelque chose d'attendu, c'est ça? C'est ça. Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça a toujours été une grande interrogation sur, ces gens qui disent: «Ah, je me sens toujours différente, ou je me sens toujours différent» et pour moi, c'est une évidence, cette différence et j'ai toujours du mal et je crois qu'encore aujourd'hui, c'est le cas avec les concepts, les cases, les mots, en fait. Alors que j'adore les mots, je connais leur puissance et leur aspect précieux et pour autant, qu'est-ce que ça enferme et qu'est-ce que ça limite? Et c'est vrai, cette différence, elle est là pour chacun et c'est comme si, on essaye de la faire taire et cetera et je crois que c'est ça que je voulais, faire sortir comme un volcan, tu sais? Un peu tempérament de feu, moi, je crois. C'était de surtout pas enfermer les gens, de surtout pas les faire taire, de surtout tu vois? C'était, je sais à quel point c'est difficile d'être assis toute une journée, donc si vous avez besoin de bouger, c'est pas la peine d'aller tailler un crayon pour faire semblant. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment d'établir ce contact avec l'autre de: «C'est quoi ton besoin à toi? Comment est-ce qu'on peut trouver des compromis?» et vraiment faire cesser cette négation et ce besoin de rentrer dans quelque chose de similaire à tout le monde.
mais plutôt de oui, c'est ça, de d'appuyer sur le bouton la différence et de le faire sortir en grand et c'est quoi toi ta différence? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre et à m'apporter? Et ça, j'aurais adoré, voilà, qu'il y ait ça quand j'étais enfant, de quelqu'un qui dise: «Mais tu sais que c'est chouette aussi que tout le monde soit différent». Voilà, donc Donc tu es devenue enseignante et tu étais dans une école qui autorisait, ce genre d'ambiance, en fait? là où j'enseignais, Mmh. bah, alors ce que j'ai aimé dans le métier d'enseignant, c'est qu'une fois qu'on a nos élèves, on ferme la porte et qu'il se passe ce qu'on veut, en fait, dans notre classe et donc c'est ça, j'ai besoin de calme, beaucoup, donc il fallait vraiment pas qu'il y ait de bruit dans la classe, mais par contre oui, cette légèreté et cet humour permanent d'aller chercher, d'aller c'est ça, d'aller chercher un peu la finesse de l'autre et d'aller le chercher un petit peu, que l'autre, aille à sa rencontre, en fait. Je crois que c'est ça que j'ai toujours aimé. Donc c'est de hop, de lancer des hypothèses et c'est ça, c'est un petit peu jouer, en permanence. Oui, je j'aime bien, ce concept de passer sa vie à jouer parce que, ça a pas toujours été le cas. J'étais capable de grands coups d'éclat, de j'ai une voix j'ai fait un peu de théâtre, alors j'ai une voix qui peut sortir un peu fort et on venait de jeter Antigone dans son trou, vraiment très théâtral, de sortir quelque chose à un élève et puis juste après de reprendre d'une voix très calme et de voilà et ça les faisait beaucoup rire, ça les déstabilisait un peu et j'ai fini par leur dire: «Non mais c'est du théâtre, hein, je suis pas en colère. Je mime mes émotions, mais je suis pas vraiment dans cette émotion». Et c'était drôle en fait, comme si on se donnait tous des clés de compréhension de l'autre. Voilà, Mmh. donc j'ai aimé ça. Oui, parce que finalement, tu donnais quand même une matière, dite sérieuse. Oui. Ah oui, 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 non, non, c'était très sérieux et je suis très, mon Dieu, je suis très exigeante et très, structurée, très organisée, donc le travail était très sérieux. Mais pour moi, c'est marrant, ça me fait penser à, comment il s'appelle, cet acteur dans, tu te souviens de cet acteur dans Le Cercle des poètes disparus? Robin Williams, quand il Oui, tout dit: à fait, qui a fait de «Oh joue le film. Captain». Oui, 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 oui. Voilà, ce film-là, «Oh Captain, my Captain», c'est ça, c'est à la fois, extrêmement sérieux, il va chercher très, très loin, il est même complètement, hors cadre et en même temps, bah, il est très sérieux, il fait réfléchir et il est extrêmement, il a une connaissance, très, très, très large cet homme, cet enseignant dans ce film-là et c'est ça, qui m'anime, c'est vraiment la cohérence est essentielle pour moi, donc d'être entier dans tout ce qu'on fait, toujours. Donc si je propose 1 heure de cours à des élèves, donc oui, il y a beaucoup de rire, mais il y a une grosse prise au sérieux de l'autre, bien sûr, toujours. Mon Dieu. Ah oui, oui. Et alors quand on t'entend parler de ton métier, heu, on entend, l'enthousiasme, la passion, le rire, enfin il y a vraiment quelque chose de très chouette là-dedans et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus ton métier actuel. Donc il s'est passé plein de choses pour en arriver là. En Parce que effet. finalement, ça avait l'air très chouette, mais bon, il y a d'autres choses qui se sont produites après. Il se trouve qu'au bout de 11 ans, je me souviens d'une phrase qui m'a heurtée, j'ai commencé à parler de ma salle. Oui, alors dans ma salle, c'est un détail et pour moi, c'était énorme en disant: «Hé, tu es pas chez toi là». Et c'est ça, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait une grande zone de confort, il y avait pas de danger. Les élèves me connaissaient, me respectaient. Il y avait une ambiance formidable avec les collègues, chaleureuse et très sérieuse aussi. Vraiment, c'était merveilleux. Ça se passait très, très bien. J'étais, représentante syndicale, malgré ma timidité, légendaire. Enfin, il y avait vraiment une reconnaissance de toutes parts. C'était formidable et pour autant, en utilisant ces mots-là, je me suis dit: «Ne reste pas là parce que sinon, tu vas passer 20 ans ici, peut-être même plus» et je voulais pas, en fait et donc il y a eu cette mise en danger, de demander une mutation que j'ai eue, évidemment, parce que j'avais énormément de points, hein. J'avais pas bougé pendant 11 ans et à partir de là, le charme a commencé à diminuer. Je suis arrivée dans un établissement, où je me sentais très mal au niveau du lieu et fou, ça me c'est encore sur mon cœur quand j'y pense et puis même encore une fois dans le relationnel, alors que c'était tellement idyllique dans l'établissement dans l'Hérault,
Là, bon, c'était dans le même département, mais les gens se tiraient dans les pattes et c'était de nouveau, il y avait cette incohérence dans le relationnel et je me suis éteinte petit à petit, mais vraiment affaissée, affaissée, affaissée et bon, mais je continuais parce qu'on tient et parce qu'il faut et parce qu'il y a les élèves aussi. Mais pour autant, même chez eux, il y avait moins de fougue, il y avait moins de je sais pas, tout était plus éteint. Alors de nouveau, j'ai demandé une mutation. Là, j'ai changé de département et je me suis régalée jusqu'à ce que, bon, un petit peu tout s'écroule dans ma vie et sur le plan personnel et sur le plan professionnel et plein de choses et là, j'étais vraiment, tombée assez bas, en fait, assez bas et il y a eu un moment où j'ai dit: «Je peux pas, je peux pas aller travailler, je peux plus aller travailler». Et donc j'ai été en arrêt à partir de ce moment-là. J'ai été en arrêt et c'est, c'est touchant pour moi parce que, je vais toujours de l'avant. Je regarde rarement en arrière. C'est pour ça que c'est un exercice délicat pour moi que de commencer, dans mon enfance là-bas. C'était il y a mille vies, il y a 1000 ans. C'est toujours, intéressant ça et de se dire, «Tu ne peux plus». Là, tu arrives au bout. Bah, c'est difficile parce qu'il reste plus rien, en fait, parce que c'est compliqué et pour faire très court, donc j'ai, quitté, mon, mari à ce moment-là. Je suis restée dans la maison, j'ai 3 enfants et j'avais plus de métier qui m'animait. J'avais pas encore, quitté le métier d'enseignante, mais j'étais, en arrêt de travail. Je savais que je devais faire autre chose. Ça me faisait pas peur par contre. Pas grand-chose qui me faisait peur. Ce qui me faisait peur, c'était mon état. C'était, de ne plus avoir, d'énergie, de ne plus avoir cette fougue, de ne plus avoir ce feu et c'était pas la première fois que ça m'arrivait. C'était la troisième fois quand même. C'était la troisième fois après, ton changement d'école? C'était après mon changement d'école. Hem, alors, une fois, il y a eu quelque chose de très fort et en fait, je c'est marrant parce que je l'ai complètement occulté, ça m'est revenu à l'esprit il y a pas si longtemps que ça. Mais, en gros, c'était pendant les vacances, donc j'étais encore dans l'éducation nationale et pendant environ 15 jours, je n'ai pas quitté mon lit. Donc moi, je suis une espèce d'hyperactive où tous les week-ends, je partais avec mes chiens, randonner, avec, mon petit duvet et mon sac à dos et faut que ça bouge tout le temps. Pendant 15 jours là, j'étais, sous ma couette et le monde s'arrêtait. Je je me souviens de sanglots, mais enfin vraiment une parenthèse quoi. C'était, tu sais, dès qu'il y a un truc qui va pas, OK, je le vis et hop, chut, après ça passe dans l'oubli et on continue. Mais quand même, c'est intéressant quand on fait ces bilans-là de se dire, «Tu sais que c'est pas la première fois que ça t'arrive». Après, il y a eu une deuxième fois, mais j'étais, enceinte de ma fille, mon dernier enfant et j'ai mis ça sur le compte, voilà, des hormones, de: «Oui, mais bon, c'est pas toi, tout est fragile, tu es fatiguée émotionnellement et cetera». Mais voilà, donc je continuais à avancer, à avancer, à avancer. En même temps, c'était vraiment très, très lourd et le dernier, là, je me suis dit: «Bon, ça suffit, hein. Tu peux remettre la faute sur rien du tout. Arrête-toi, arrête. Arrête-toi, dans le sens, arrête de te mentir, regarde-toi, accepte là que tu tombes. Tu tombes et c'est bien de tomber. C'est chouette parce que je m'étais jamais laissée tomber. Je me suis jamais laissée tomber, jamais. C'est, ouais, c'est une force, mais c'est pas que ça, je pense. Je pense que c'est important à des moments de se dire, «Ça suffit». Je me souviens toujours de cette phrase qui m'a beaucoup aidée d'une, psychologue que j'étais allée voir, bien des années auparavant. Donc une de ces premières fois, hein et donc j'ai appelé une psychologue qui n'avait pas répondu. Donc je me suis dit: «Bah, voilà, la bonne affaire, elle répond pas, c'est bien que j'en ai pas besoin» et elle m'a rappelé tout de suite. Bon et cette femme, elle m'a dit cette phrase, que j'ai jamais oubliée, qui m'est, toujours utile maintenant. C'est,
justement, quand je lui disais: «Mais vous comprenez, je ne peux pas m'arrêter, les élèves, ils ont besoin de moi et puis on a un programme» et bon, tous ces arguments-là et elle me regarde, elle me dit: «Mais, pour qui est-ce que vous vous prenez?» Heu? Et c'est vrai que cette phrase, elle m'aide, très souvent. J'aime parfois la ressortir à des gens, pareil, qui se sentent complètement acculés et pour autant, qui ne s'autorisent pas à s'arrêter, à Oui, donc tu as d'abord pris conscience à cette troisième fois que, tu étais quelque part, créatrice de ta vie et de ce que tu vivais et tu souffrais, mais tu cessais de considérer que c'était les autres qui étaient en cause. Tu avais cette conscience déjà que ça venait de toi, qu'il y avait quelque chose en toi à changer. oui, c'est ça, en fait, mettre le mot, souffrance, c'était compliqué pour moi. Enfin, non, non, on est solide, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se construit de l'enfance de: «Oh non, la petite femme fragile, ça va bien, quoi. Nous, on est solide, on y va et on avance» et il y avait vraiment ça qui était très, très, très ancré en moi. Un déséquilibre, masculin-féminin, monumental. Enfin, moi, j'avais du travail, hein, j'avais vraiment du travail pour retrouver l'équilibre, la paix, elle y était pas du tout. J'avais aucune sécurité à l'intérieur de moi. Moi, j'avais de la sécurité jusqu'à ce qu'il y ait mon frère et ma chienne. Ma chienne est morte, j'avais 12 ans. Mon frère est parti, je devais avoir 15 ans. Ça y est, ma vie, elle était finie, en fait. Quand tu dis «partie», ça veut dire quoi? Alors, ma chienne est morte et mon frère est parti, étudier à Marseille et nous, on habitait à Dijon. Donc c'était vraiment, pas du tout à côté et je me retrouvais sans mes 2 acolytes, quoi. Je me retrouvais seule, vraiment seule et je savais pas être seule et je savais même pas qui j'étais, en fait. C'était comme si mon frère m'avait vraiment, fabriqué un cocon formidable et que moi, j'étais, comme un coq en pâte là-dedans et c'était génial. Il avait toujours plein d'idées, on était, et Mmh. quand tout le monde est parti là, oh, ça a été, horrible. À aucun moment il y a eu une idée de: «Bon, je vais essayer de retrouver des ressources, de me construire, de» non, c'était, La psy, là, elle te dit: «Mais pour qui vous vous prenez?» Donc là, tu dois recevoir ça un peu comme une gifle dans ah la ouais. figure. C'est quand même curieux que je sois allée voir une psy d'ailleurs parce que, mon père, c'est quelqu'un de très important pour moi et je sais que, bah, voilà, lui, dans sa bouche, les psys, bah, voilà, ça voulait dire qu'on était malade, ça voulait dire tout ça. Donc faire la démarche d'appeler à l'aide une psychologue et fondamentalement, je devais quand même bien me rendre compte que qu'il y avait un truc, et où j'étais un petit peu, bancale et mon père m'appelait, ma tordue quand j'étais petite et c'est ça, hein, c'est comme si j'avais vraiment intégré que j'étais tordue. Ça m'allait très bien, c'était bien d'être tordue, on n'est pas dans le moule. Mais après, il faut, rééquilibrer tout ça en disant: «OK, on peut être pas dans le moule et en même temps, bah, je suis pas obligée d'être tordue, en fait, je suis pas tordue». Et de réapprendre à s'apprécier. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à dire que j'étais une fille. Je me nommais pas, en fait. Moi, j'étais les yeux qui observaient, je n'existais pas. Donc j'ai déjà dit que j'étais une fille. Après une femme, ouh, alors, vraiment, j'ai mis un temps fou à dire que j'étais une femme. Je n'étais que des yeux qui observaient, un corps qui ressentait, c'est curieux, hein, de se donner vie, quoi. Tu prends une pause qui dure un certain temps, tu vas faire un travail, si on peut dire, sur toi-même. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, et qu'est-ce qui va justement amorcer ce changement? Ça a commencé quelques années avant où je préparais, l'agrégation d'anglais, donc c'était, sur un forum en ligne et il y a une personne avec qui je travaillais, avec qui on faisait des traductions et des dissertes et tout ça, qui un jour m'envoie un message en me disant: «Amalia, j'ai un coup de soleil, est-ce que tu peux m'enlever le feu?» C'était très, très drôle ce message, je me souviens encore. Je me dis: Qu'est-ce qui se passe?» Et d'avoir quand même eu un truc à l'intérieur de moi, hem qui dit: «Ben, attends, si elle te demande, essaye, toi qui aimes jouer, joue» et j'essaye quelque chose, je suis incapable de te dire quoi. J'essaye juste un truc, je sais pas, ça devait être du genre, «Feu, va-t'en!» Ça devait vraiment être un truc vraiment, loufoque
et je l'ai au téléphone et je lui dis, un truc du style: «Je suis désolée, hein, ça brûle encore, hein». Elle me fait: «Non, non, c'est bon, c'est parti». «Hein?» Et là, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ce jour-là, il y a eu quelque chose. OK. Et puis, c'est encore elle qui, la deuxième fois me dit: «Amalia, j'ai très, très mal à la tête, ça descend dans la nuque, est-ce que tu peux regarder?» Et là, forte de cette première expérience, je lui dis: «Bah, allez, je vais regarder». Et je me souviens de m'être assise sur mon siège, les pieds bien par terre, j'ai fermé les yeux et j'ai vraiment j'ai visualisé cette personne que je n'avais jamais vue du reste, mais j'ai visualisé son corps et je me souviens, j'avais vu une épée dans son dos. J'avais vu une épée et tout naturellement, j'avais enlevé cette épée, j'avais mis ma main pour guérir. Enfin, il s'était passé un truc, voilà. Et des années après, je dis: «Dis donc, Guylaine, pourquoi tu m'as demandé, de t'enlever le feu ce jour-là?» Elle me dit: «Bah, je sais pas, je savais que tu savais». «D'accord, OK». Et tu vois, il y a tout ce monde-là, du subtil et du fait que les âmes, se connaissent et tout ça qui commence à rentrer dans ma vie comme ça, en fait. Et quand je me suis dit: «Je dois quitter l'éducation nationale parce que je n'y reviendrai jamais», je savais pas pourquoi je le savais, mais je le savais parce que justement, il y avait plus ce jeu, il y avait plus cet entrain et puis surtout parce que, en étant, remplaçante en Lozère, je me suis retrouvée, à enseigner de l'anglais à des enfants qui avaient besoin d'un enseignement spécialisé, ça s'appelle les SECPA et j'avais aucune formation et ça a été très difficile pour moi, très, très difficile pour moi et ce qui était vraiment important pour moi là, c'était même pas, «Tu gères pas ta classe, mon Dieu que tu es mauvaise», c'est: «Ne va pas leur faire de mal». Ça m'émeut beaucoup quand je te dis ça. Je 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 pense qu'on fait beaucoup de mal à des gens, des enfants, des adultes, sans le vouloir, sans le faire exprès et je crois qu'on n'a pas le droit, on a vraiment, il y a cette nécessité à cette pleine présence quand on est avec quelqu'un. On n'a pas le droit de faire mal. Et ça, c'était ma grande peur là, c'était: «Va pas leur faire mal» et vraiment et là, je me suis dit: «C'est fini». Le doute était trop profond. La crevasse et la blessure étaient trop profondes. Tu ne veux pas faire de mal aux autres, tu décides aussi de ne pas te faire de mal à toi en continuant un chemin qui ne te semble plus être le tien. Cependant, tu vis une séparation, tu as 3 enfants à charge, il faut de l'argent pour vivre et il y a tout ça comme Mmh. climat, dans lequel tu baignes à ce moment-là. Alors, comment tu fais? En fait, ça faisait 2 ans que ça n'allait plus avec, mon compagnon parce que, alors on s'était mis d'accord pour que lui s'arrête pour élever notre petit garçon et je trouvais ça merveilleux qu'un papa décide d'arrêter, son travail pour s'occuper du foyer. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Sauf que ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu et quand je lui ai demandé de retravailler, il a pas retravaillé, en fait. Donc moi, pendant très, très, très longtemps, j'ai assumé toute seule financièrement le remboursement de la maison et tout, 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 tout ce qu'il y a à régler dans une vie, en fait, dans une famille. Donc c'est quelque chose que je savais faire, c'est moi qui m'occupais des impôts, c'est moi qui m'occupais de tout. Je suis très ancrée. Et donc, quand j'ai cette évidence de: «Amalia, là, tu n'es plus heureuse ni dans ton couple, ni dans ton métier, il faut que tu partes. Tu dois partir, tu as pas le choix». Je ne sais pas quelle, force, quelle, certitude m'a dit: «Ne t'inquiète pas, tout ira bien», mais en tout cas, c'était clair et net pour moi. J'avais mon père qui me disait: «Mais tu vas pas quitter l'éducation nationale, mon Dieu, mets-toi en dispo, prends-toi quelque chose, donne-toi le temps de réfléchir». Mais moi, je sais que je suis entière et si c'est comme ça, c'est comme ça. Et alors, bien têtue aussi. Donc je savais très, très bien que je n'y reviendrais pas. Je savais parfaitement ça. Et pour autant, alors je faisais quelques soins comme ça, mais je me faisais pas du tout rémunérer. C'était des expériences, c'était vraiment de l'expérientiel de: «Tiens, attends, tu as mal à la tête, je vais essayer de te faire quelque chose» et encore une fois, c'était du jeu et puis donc là, ça s'arrête.
Je vois, les ressources humaines de l'éducation nationale qui me ramassent vraiment, très, très bas. Je me souviens d'un petit camembert qu'ils m'ont fait faire en me disant: «Alors vas-y, tu vas mettre la part, du relationnel, de la famille, du travail, et cetera». Ils m'ont fait un petit camembert comme ça et pour faire court, j'avais 90 où c'était du travail. Je faisais que travailler, que travailler. Cette espèce de voilà, d'être perfectionniste, de toujours reprendre les petits polycopiés pour qu'ils soient parfaitement harmonieux. Enfin, il y a du lourd en derrière et ça me prenait un temps fou. Oui, j'étais avec mes enfants, hein, c'était les 5 qui restaient, c'était mes enfants. Toujours est-il que quand on vous montre vraiment, hop, tu passes, plus des 3/4 de ton temps à travailler. Ah, d'accord et quand on s'arrête justement, quand on est en arrêt de travail, eh bien, bah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, c'est encore d'être seul avec soi-même et de, cette matière-là à travailler qui est la plus grande des matières et je j'avais vraiment pas envie de faire ça. Jusqu'à cette émission sur internet, sur, l'hypnose transpersonnelle et là, la révélation, tout le corps qui frissonne, oui, c'est ça. Je sais que je dois être là. Donc la formation est chère. On n'a plus d'argent, pour faire court, hein, parce que, ben, on venait d'acheter une maison, des travaux, des gros projets, de mon compagnon et l'argent, n'était plus là, quoi. Il y avait plus d'argent et donc ben, formation chère à Paris. Je sais pas pourquoi, c'était important d'être en présentiel. Et moi, j'étais en Lozère, donc c'était tout semblait compromis, en fait, mais pour autant, c'était magnétique, c'était comme un appel du cœur, quelque chose que j'avais rarement ressenti et puis, le hasard qui se met, en place, l'univers qui sort, ses petits accessoires et dit: «Bah, on va organiser, un week-end à tel endroit et à ce week-end, il y a mon cousin qui est là et la femme de mon cousin, a un appartement à Paris. Elle me dit: «Mais attends, mais Amalia, mais je te le prête moi» et c'était, sur, 10 jours, je crois. Donc il y avait son fils qui habitait, dans l'appartement et elle me dit: «Mais il y a pas de problème», donc cohabitation, tout s'est déroulé merveilleusement bien. J'ai pu payer en 5 fois la formation. Tout a été tellement fluide et en fait, je crois que l'apothéose, c'est quand j'arrive là-bas, donc moi toujours très timide, hein, sous des apparences peut-être autres, mais extrêmement timide. J'arrive là-bas, je connais personne, c'est Paris, c'est la grande ville. Moi, je suis toujours une campagnarde et là, je rencontre des gens et je comprends pas trop la réaction de mon corps, de mon cœur, de tout ça. C'est, on se prend dans les bras, on se met à pleurer et là, je me dis: «Waouh!» Donc voilà, ça faisait écho à Guylaine qui m'avait demandé d'enlever le feu et je c'est comme si je commençais à comprendre vraiment, c'est voilà, c'est OK, mais on se connaît, on se connaît. C'est pas possible autrement, on se connaît parfaitement et c'est là que tout commence vraiment profondément. Donc ça, c'est en 2021, hein, c'est il y a vraiment pas longtemps et ouais, c'est ça, c'était mon cadeau d'anniversaire, une rupture conventionnelle pour mon cadeau d'anniversaire. Donc rupture conventionnelle, ça veut dire que j'ai le droit au chômage et ça pouvait pas en être autrement parce que moi, c'est la seule ressource que j'avais. Mais je savais que c'était ça. Il y avait un truc à l'intérieur, c'était pas possible autrement et quand mon père me disait: «Tu peux pas faire ça», je disais: «Tu verras, tout ira bien. Je le sais» et c'est ça et tout a été, merveilleusement bien. Tout est arrivé toujours au meilleur moment. Tout a été, complètement incroyable et c'est là que je me dis: «Quand on ouvre complètement ce cœur et qu'on dit: "J'ai confiance"». Vraiment, ce genre de phrase que j'aurais jamais cru dire un jour, mais montrez-moi où je dois aller et j'y vais. En gros, c'est juste on se relie au cœur et OK, j'ai envie d'aller où là? À droite ou à gauche? Et en fait, le cœur, il sait exactement, hein, c'est comme, s'il y avait un énorme aimant à un moment donné et que, tiens, c'est là qu'on doit aller, OK. Et on peut lutter en disant: «Non, non, non, je vais rester prof pour avoir mes 2 000 € par mois» et on peut se dire aussi: «Non, non, mais en fait, vas-y». On a compris que la zone de confort, c'était pas mon truc, mais là, c'était quand même un grand, grand saut, ouais. Tu
passes d'un gros mal-être à une remise en question totale, tu prends un temps d'arrêt, tu suis une formation pendant ce temps-là, et c'était encore récent, comme tu le soulignes. Ouais. Et aujourd'hui alors, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai tout mon corps qui vibre quand tu me poses cette question. C'est drôle parce qu'on a fait un atelier d'écriture avec, dans un cercle là, très, très récemment et ça a fait, faire ce bilan-là. Heu, donc c'est vraiment pas quelque chose que je fais et de me poser et de me dire: «Waouh et tout ça, c'est à toi que tu le dois, c'est chouette». Donc en fait, eh bien, j'ai ouvert mon entreprise. Alors en janvier, il y avait cette formation. En avril, j'ai créé mon entreprise. Je me suis dit: «On verra bien» et de là, donc j'avais encore le chômage et de là, j'ai bah, c'était moins du enfin, j'allais dire c'était moins du jeu, mais ça l'était tout autant parce qu'une fois qu'on comprend vraiment que la vie est un jeu, c'est quand même plus léger et plus rigolo aussi. Mais en même temps, ben, il fallait que je compte sur moi. Alors, j'avais toujours compté sur moi et vraiment, j'ai toujours été très indépendante. Mais en fait, voilà, j'ai dû prendre la pression que les gens me mettaient: «Oui, tu as 3 enfants» et je mais ça s'est toujours très, très bien passé parce que la vie, c'est comme si l'univers, il y avait un orchestre immense et que l'univers, dit: «Ben, tu as besoin de quoi là? Tu veux le bruit d'une cymbale? On te fait le bruit d'une cymbale, en fait». Et je me souviens d'avoir demandé à l'univers: «Oh combien de fois?» j'ai dit: «Là, je vais avoir besoin d'un miracle pour avoir la maison là, parce que je suis pas du tout prévoyante». Donc on était mariés, mais c'est moi qui avais payé la maison. Enfin, c'était compliqué. Tout était compliqué, mais dans mon cœur, je savais que c'était simple et que tout irait bien. Pour autant, il fallait quand même vraiment, avoir la foi parce que dans la réalité, c'était pas du tout le cas, du tout. Tout était entrave, tout était compliqué, vraiment compliqué. J'avais l'émotionnel à fleur de peau, tout cherchait des ennuis, c'était vraiment une période très, très tendue et c'est ça, c'est, de savoir qu'on va vivre une période compliquée, d'être prêt à ça, mais de savoir aussi que si on le vit, c'est qu'on est capable de le vivre et qu'on a la ressource et que ça fait juste partie du jeu, en fait. Tu vis ça pour montrer que pour que l'univers te montre que tu as la ressource, que tu es capable, que tu sais rebondir et qu'en fait, ben, c'est juste drôle, en fait, qu'il y a pas de drame. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, il se passait pas grand-chose parce qu'après tout, il y en a beaucoup qui retournent chez leurs parents, si vraiment ils sont pris à la gorge. Moi, je savais que ça n'arriverait pas. C'est quand même fou ça, hein. Je savais que ça n'arriverait pas parce que c'était pas pensable. Chez toi, on entend qu'il y a le mot foi. C'est quelque chose dont tu n'as pas vraiment parlé précédemment. Donc, tu as parlé de ton enfance, de ton travail, du changement, des soins que tu as donnés comme ça un peu par jeu, par hasard. Mmh. Mais quand est-ce qu'est venue cette notion de foi, de jeu par rapport à l'univers? Quand est-ce que tu t'es rendu compte que c'était un jeu? Ma grand-mère maternelle tirait les cartes, c'était une sorcière, on n'en parlait même pas quoi, c'était, n'importe quoi, bon, vraiment, c'était très arrêté sur beaucoup de choses. Donc la foi, là, tout ça, j'avais pas du tout. C'était vraiment une famille athée et tout ça, donc on parlait de rien et moi je et puis après les choses se sont enchaînées en fait. Moi je suis toujours allée vers, ce qui m'appelait. Inconsciemment, je le faisais en tout cas. Pour autant, quand je rencontre ces gens-là à cette formation, c'est une telle rencontre, une telle puissance. Je me souviens qu'on était en cercle, on était 5 je crois. Ça générait une chaleur. J'avais beau, ne croire en rien et me retrouver au milieu de cette formation, quand même bien perchée, sans trop savoir pourquoi, comment. Je comprenais tout ce qu'on me disait, je ressentais tout, j'étais reliée à plein de choses et je commençais vraiment à comprendre, beaucoup de choses et c'est là que le shift s'opère. C'est que, OK, il y a quelque chose de subtil, il y a quelque chose de plus fort. Tu es relié à quelque chose. Il y a quelque chose qui t'a guidé ici. C'était un rendez-vous. En plus, tout le monde n'arrêtait pas de dire: «Ah mais c'était un rendez-vous, c'était un rendez-vous». Oui, j'ai envie de te dire ça aussi parce que c'est quand même étonnant pour quelqu'un qui ne croit pas,
d'aller s'inscrire à ce type de formation, en plus quand c'est très cher et que c'est difficile d'y aller. J'ai trouvé cette femme très ancrée, très, cohérente dans ses propos, très, je tout était aligné en elle. Non, mais c'est vraiment la rencontre avec cette femme. Je lui elle, je lui fais confiance. Mais je te dis, c'est vraiment quelque chose qui m'est, c'était, «Inscris-toi à ça, c'est ça que tu veux Ah oui, faire». donc tu lui faisais confiance avant même de l'avoir rencontrée, juste au Ah travers là de la là! façon dont tu lui Mais j'ai même pas regardé ce qu'était l'hypnose transpersonnelle, hein. Moi, ah, je te présente moi. «Ah, c'est ça que je veux faire» et j'y vais et c'est en ça que je vais dans des choses, je sais pas, je suis capable de m'acheter un monocycle, le truc des clowns là. «Ah tiens, je veux commencer ça». J'ai pas essayé avant si ça marchait ou pas, si ça me plaisait ou pas, j'en ai acheté un et là, c'est ça. Mais je sais que c'est ça, j'y vais. Tu vois, il y a cette espèce de truc de je sais. C'est ouais, ouais, non, ça s'explique pas du tout, par le par la tête ça, hein. aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes, aux gens qui viennent te voir? Alors, ils viennent te voir pourquoi? Aujourd'hui, les gens, ils viennent me voir donc pour l'hypnose transpersonnelle. Ce sont des séances de 4 heures, hein, donc vraiment, moi j'aime bien prendre 4 heures, hein, ça peut durer entre 3 et 6 heures, mais globalement c'est 4 heures et c'est ça, c'est prendre le temps d'un entretien et de et d'aller, chercher l'autre là où il est jamais allé voir. Et puis après, c'est cette exploration qui va, voir à l'origine et comprendre et revenir, que ce soit vrai, que ce soit pas vrai, qu'on soit allé en Égypte ou machin. Est-ce que c'est vraiment important? Le tout, c'est que, ah, il y a un truc qui se passe à l'intérieur. Ah, mais je comprends alors pourquoi il y a ça. Et du coup, on peut avancer et progresser comme ça. Donc il y a ça, il y a cette hypnose-là que j'aime énormément. Et puis ces lectures d'âme aussi, où ben justement, d'accepter de ressortir les capteurs et de ressentir l'autre comme si j'étais lui. Parce que ça, c'était difficile quand j'étais enfant et je savais pas que c'était ça qui se produisait. Je pensais que si j'avais mal au ventre et ben, c'était, moi qui avais mal au ventre. Je pensais pas le prendre à l'autre pour le soulager. J'imaginais même pas que c'était possible et là, aujourd'hui, bah, voilà, ces rencontres-là de, en canalisation, encore une fois, c'est quelque chose qui m'arrive, hein, c'est pas moi qui le génère, mais et c'est ça, c'est vraiment de comme de faire le miroir de l'autre et d'être le miroir de l'autre et cette rencontre et ce jeu-là et de grandir ensemble, tout simplement. C'est ça qui m'anime, donc ça et puis aussi le soin Rebozo que je propose avec une voisine et amie qui est aussi une renaissance. Il y a il y a vraiment la session dans le bain avec les tambours, avec les chants et de laisser sa vieille carcasse dans le bain, de sortir du bain et d'être quelqu'un d'autre. Un petit peu plus près de l'être qu'on est aujourd'hui. Ça, c'est vraiment et j'ai beaucoup d'émotions en t'en parlant, c'est quelque chose qui m'anime de lâcher les vêtements, de lâcher les masques, de lâcher les poids du passé, de lâcher et de ah! D'aller vers cette douceur, cette légèreté, cet être, voilà, dans tout ce qu'on est et de se libérer de beaucoup de choses et en même temps, chacun fait comme on peut, hein. Il y a vraiment pas de il y a pas d'obligation à se libérer. J'étais très heureuse d'être enseignante et de permettre à l'autre d'être ce qu'il est, mais c'est vraiment de recréer du lien, soi, avec toutes les parts de nous qu'on a tellement mis longtemps sur le côté et avec les autres et avec, ce qui nous déplaît dans l'autre et pourquoi ça te déplaît et vraiment de détricoter tous ces problèmes relationnels et je crois que c'est clairement ce que je suis venue travailler moi dans cette incarnation, le relationnel, pour en faire quelque chose de beau, paradoxal, qui il peut y avoir des incohérences et en même temps, c'est la complexité de l'humain et c'est remettre un petit peu d'ordre dans tout ça qui a été vraiment compliqué pour moi, toute ma vie là. Donc de me déposer avec l'humain et sa complexité. On a entendu, que tu es passée d'une ville à une autre, d'un métier à un autre, d'une forme de famille à une autre. Il y a vraiment eu des changements sur tous les plans. Et aujourd'hui, quand, donc dans ce thème, elles ont osé, finalement réaliser quelque chose qui leur tenait à cœur et qui était plus en adéquation avec ce qu'elles ressentaient au plus profond d'elles-mêmes.
Quel serait ton conseil, toi, si, tu pouvais en donner un, aux auditeurs qui t'écoutent en ce moment et qui ont envie, mais qui n'osent pas, ou qui se posent des questions comme qu'est-ce que tu leur dirais? Ce qui me vient, c'est vraiment de se déposer, tu sais, comme, s'asseoir, exactement là où l'on est, en fait. Parce qu'en général, quand on veut changer mais qu'on n'ose pas, il y a quand même quelque chose qui pousse à l'intérieur, qui peut être parfois extrêmement violent. Parce que si c'est pas violent, en général, on se dit: «Oh mais ça va, je peux tenir encore». Donc quand vraiment on a envie de changer et qu'on n'ose pas, c'est qu'il y a quand même quelque chose de fort et vraiment c'est de se poser, là où on est, de s'asseoir par terre et vraiment de mettre les mains sur le corps, sur le cœur et dire: «OK, comment c'est là à l'intérieur? Comment tu te sens? Est-ce que c'est tendu?» Et vraiment d'aller interroger, soit les parties de son corps, soit les à l'intérieur de soi. Toi, de quoi tu aurais envie? C'était quoi ton rêve enfant? De discuter avec toutes ces parts de nous et d'enlever vraiment, et les attentes et les peurs et tout ça et les enlever, ça veut dire les accueillir, donc c'est vraiment passer un long moment avec soi et de discuter avec tout ça. Mais tu as peur de quoi toi? Qu'est-ce qui t'inquiète en fait? C'est ça? Ouais, tu as peur de manquer d'argent, oui, oui, je comprends. C'est vraiment aller à l'écoute. OK, mais toi, tu as besoin de quoi? Et de s'autoriser à être traversé par toutes les émotions, tout ce qui vient là et de voir ce qui reste à la fin et je crois que c'est vraiment, c'est un petit peu ça, c'est se laisser tomber. C'est se permettre de tomber, dire: «OK, qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce que tu veux lâcher?» Et quand il y a ce retour à cette simplicité, où on peut se dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui?» Ben, j'ai envie d'aller me promener et qu'on peut se le permettre. On se fait quand même un joli cadeau là. Ouais. Merci Amalia, merci pour ton histoire, merci pour tes bons conseils. Merci. Merci infiniment à toi Sandrine et puis merci à tout le monde et je voudrais vraiment, que les gens osent être. Voilà, j'espère que comme moi, vous avez apprécié ces échanges. Vous trouverez tous les liens concernant Amalia sous cette vidéo. N'hésitez pas à prendre contact avec elle. Maintenant, vous la connaissez déjà un petit peu et vous voyez que le contact est vraiment facile. Si vous souhaitez, vous aussi, entreprendre un changement de vie, bien sûr, il faut oser, bien sûr, il faut aller au-delà de ses peurs et s'écouter. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à mettre toutes les chances de votre côté pour que cela se passe bien. C'est un peu ce que je vous propose et vous trouverez aussi tous les liens sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.